Bonjour à chacune et à chacun. Nous sommes samedi matin, deuxième jour de cette première édition des rencontres de l'écologie politique organisées par Etopia. Etopia, le centre de recherche et d'animation en écologie politique. Ces rencontres, ce sont 3 journées de conférences, de séminaires, d'ateliers avec une centaine d'intervenants et d'intervenantes de Belgique et d'ailleurs en Europe. L'occasion de créer une sorte de chaudron de nos imaginaires, de faire rencontrer des pensées et des pratiques de la famille des mouvances écologistes depuis une diversité de terrains, mais en tout cas avec cette conviction que dans une période où nous savons que nous allons devoir profondément changer de trajectoire collective, de mode de vie, il est important de pouvoir faire dialoguer la diversité des points de vue et des pratiques qui s'intéressent à l'écologie politique. Ces rencontres, elles sont malheureusement dans des conditions très particulières liées à la crise de la Covid-19. Nous sommes dans une configuration sans public directement dans les salles, mais avec cette possibilité exceptionnelle malgré tout de pouvoir être entendu, vu également par tous qui le souhaitent, un peu partout dans le monde, aujourd'hui en direct et pour nos activités en différé aussi, quand vous le souhaiterez. Pour cela, il suffit de vous connecter sur le site rep.etopia.be, rep.etopia.be, et vous pourrez bénéficier de ce foisonnement de conférences et d'ateliers avec une série d'intellectuels et de militants et militantes d'envergure internationale. Merci pour votre écoute et nous vous souhaitons une très bonne édition des rencontres de l'écologie politique. Bonne journée. Merci Patrick pour alors je m'entends maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Hervé. Bonjour. Re-bienvenue à Bruxelles. Donc on a une petite heure ensemble pour présenter et parler de ton dernier ouvrage, dont le titre éloquent est le suivant: Que crève le capitalisme. Et je tiens à souligner, il n'y a pas donc de point d'exclamation après que crève le capitalisme. Tu auras peut-être l'occasion d'y revenir. Sans plus attendre, effectivement, on va traverser un peu et ton ouvrage, mais avec une première question qui est plutôt sur l'historique qui t'a amené à écrire ce dernier livre. Donc au-delà d'être, donc, pour présenter Hervé, si vous ne le connaissez pas, donc Hervé est journaliste et rédacteur en chef au quotidien de l'écologie reporter.net, qui est donc un site internet et un média français, et plus qu'un site internet, puisque vous publiez maintenant aussi des livres. Et donc tu es l'auteur de 3 ouvrages, dont le premier était en 2007, je pense, sur comment les riches pillent la planète, c'est ça ? En fait, détruisent la planète. Ouais. Voilà. Comment les riches détruisent la planète. Suivi d'un ouvrage en 2017, Tout est prêt pour que tout empire. Et le dernier maintenant, Que crève le capitalisme. Alors comment est-ce que toi tu vois cette évolution d'avoir eu un premier ouvrage qui était plutôt sur la question clairement des inégalités et des responsabilités dans la situation planétaire. Le dernier qui finalement a été assez récent, il n'a que 3 ans finalement, alors que le premier était presque 10 ans avant. Et puis là un dernier, du coup on a l'impression que rien qu'à lire le titre, qu'en fait tu as accéléré la radicalité du propos. Est-ce que tu peux nous expliquer cette progression et pourquoi avoir aussi du coup choisi ce titre-là ? Oui, alors d'abord il y a eu d'autres livres et je vais les décliner rapidement parce que ça montre la progression d'une analyse ou d'une pensée. Donc il y avait eu Comment les riches détruisent la planète en 2007 qui expliquait qu'il fallait absolument articuler la question écologique et la question sociale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas résoudre, et on ne peut pas résoudre, ça reste totalement valable, on ne peut pas résoudre la crise écologique si on ne résout pas la question sociale, qui est fondamentalement une question des inégalités énormes qui se sont développées sous le règne du capitalisme actuel depuis 1980. Ensuite, j'ai décliné ce travail dans une analyse plus économique, et ça s'appelait « Pour sauver le capitalisme ». Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. C'était en 2009. Et ensuite, j'ai analysé sous l'angle politique. C'était pour montrer qu'en fait, on est dans des situations où la démocratie est de plus en plus en retrait et laisse place à un régime oligarchique. Et donc, ça s'appelait... tu vois, je les ai plus en tête, mais on va le regarder parce que c'est important, pardonnez-moi. Tu parles de ton avant-dernier. De la suite, oui, parce que, excusez-moi, c'est
ça permet de montrer la progression d'une analyse. L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Ensuite, j'avais analysé sur le plan géopolitique avec Fin de l'Occident, naissance du monde. Et ensuite, donc en 2017, je crois, le titre que tu évoquais, Tout est prêt pour que tout empire, où là, dans la suite des événements, des attentats terroristes terribles qu'il y avait eu en France et aussi à Bruxelles en 2015 et ensuite, montrer à quel point la question du terrorisme était entrelacée avec l'évolution du capitalisme, de la recherche de pétrole et la progression de la crise écologique depuis, là aussi, les années 80. Effectivement, depuis un an à peu près, l'idée actuelle de crève le capitalisme s'est montée en moi et quelque part souvent les livres s'imposent en fait. On ne décide pas d'écrire un livre, il y a une idée qui se forme, qui mature, qui grandit et puis qui arrive après à dire mais il faut l'expliquer de manière cohérente et c'était que crève le capitalisme. Et pourquoi maintenant effectivement un ton d'interpellation alors qu'auparavant j'étais plus dans un ton d'explication. D'une part parce que le temps d'explication, je pense qu'il a beaucoup joué auprès du mouvement émancipateur et au mouvement écologiste. Je pense qu'avec d'autres, j'ai beaucoup contribué à ce que la question sociale et la question écologique soient articulées. En revanche, les classes dirigeantes n'ont pas du tout changé. Et malgré l'aggravation de la crise écologique qui devient maintenant stupéfiante, et même on peut parler de catastrophe écologique et non plus de crise écologique, on a un système qui se radicalise dans la destruction et qui se radicalise dans la répression. Et donc j'ai voulu, et là aussi le titre n'a pas été pensé en quelque sorte, il a jailli, c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit mais c'est ça. Il y a plusieurs titres possibles. Je me suis dit, c'est ça, même si ça peut paraître provocateur. Et pourquoi ce titre ? Parce que je voulais faire comprendre au mouvement émancipateur et au mouvement de gauche, notamment parce qu'il y a une jeune génération qui est arrivée seulement depuis quelques années dans la découverte, avec effroi, de la catastrophe écologique, et qui s'est engagée notamment dans le mouvement climatique, avec les marches très impressionnantes qu'il y a eu en Belgique et dans beaucoup d'autres pays. Que si les choses ne changeaient pas, ça n'est pas parce que les gouvernants ne le voulaient pas, ou ne savaient pas, ou manquaient d'informations, c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Et en fait, expliquer au mouvement émancipateur et au mouvement écologique qu'il faut sortir d'une certaine candeur. On est rentré maintenant dans une guerre, et ce n'est pas nous qui radicalisons, c'est le capitalisme et les dominants qui radicalisent leur attaque. Et leur attaque dans une situation où la catastrophe écologique devient maintenant gravissime et l'enjeu essentiel, l'enjeu politique essentiel de ce début du XXIe siècle, c'est qu'elle ne s'aggrave pas. Et là, les échéances, les temps maintenant, on le sait, sont très courts. Et donc, il fallait désigner clairement l'adversaire et dire franchement, il y a un adversaire. Et ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est eux qui l'ont choisi. Donc ça, le motif de l'interpellation, c'est ça. C'est expliquer la radicalisation de la situation qui n'est pas de notre fait, mais qui est du fait des dominants, mais par rapport à quoi il faut se déterminer et développer des stratégies. Et après, le ton du livre est plus d'analyse, d'explication, et peut-être qu'on va y revenir. Alors, donc tu es aussi, donc, je l'ai dit, rédacteur en chef de Reporter. Quand tu as quitté le journal Le Monde en 2012, du coup, tu as, je dirais, relancé ou donné un nouvel élan à ce quotidien. Pour ceux qui le connaissent, hein, le site quand même joue un rôle assez important, je dirais, dans la compréhension des enjeux écologiques, en tout cas dans une partie de la sphère francophone. En quoi est-ce que le travail de reporter a aussi nourri cette réflexion et cette importance aujourd'hui de pointer, comme tu dis, les responsables, entre guillemets? En quoi est-ce que le travail d'information que Reporter tente de faire au quotidien, je dirais, a aussi permis de faire émerger je dirais une manière de poser les choses plus radicale sur les rapports de force qui sont en cours, que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, et d'abord en partant du point de départ, je n'ai pas quitté Le Monde. J'ai été censuré par la direction du journal Le Monde à un moment où Le Monde n'était plus un journal libre, mais avait été acheté depuis 2 ans, je crois, 2-3 ans, par
un milliardaire des télécoms, Xavier Niel, par un banquier de la haute finance, Mathieu Pigasse, et par un industriel du luxe, Pierre Berger. Et donc, ce journal, qui a été un grand journal, qui d'une certaine manière le reste encore, mais a perdu son indépendance. Alors qu'avant, c'était un journal indépendant où des gens comme moi pouvaient pleinement s'exprimer. À partir du moment où il a été racheté, comme un très grand nombre de titres et de médias, en tout cas en France, a été racheté par des capitalistes, évidemment, sa liberté de ton et la liberté de gens comme moi étaient profondément altérées. Et très concrètement, j'ai été censuré par rapport à des reportages que je voulais mener autour de Notre-Dame-des-Landes, un lieu où il y avait une très forte lutte en France à ce moment-là contre un projet d'aéroport dans l'ouest de la France. Donc j'ai fini par quitter ce journal qui m'empêchait de faire mon travail de journalisme librement. Et il est impossible de faire un travail de journaliste si on n'est pas libre. C'est le concept de liberté est consubstantiel au journalisme, sinon il vaut mieux aller travailler ailleurs. Et j'ai relancé reporter.net, qui en fait existait depuis 2007, un petit site internet, et je l'avais créé pour accompagner précisément comment les riches détruisent la planète, pour montrer par des informations quotidiennes que la question fondamentale de l'articulation sociale écologique, c'était pas seulement un livre, c'était pas seulement des idées, mais ça se traduisait par l'actualité tous les jours. Et puis petit à petit, le site a grandi, et à partir de 2013, donc j'ai pu m'y investir à fond. Et peu à peu, il y a eu un cercle vertueux qui s'est enclenché, c'est-à-dire que dès le départ, on avait choisi d'être en accès libre, de rester en association. Donc aucun actionnaire ne possède Reporter. Les seuls qui peuvent influer sur le contenu de Reporter, c'est les lectrices et les lecteurs, et de dépendre fondamentalement des dons des lectrices et des lecteurs. Et maintenant, on dépend à 96% à peu près en 2020 des dons des lectrices et des lecteurs. Et donc, quel rôle ça a joué? Le rôle que joue toute presse libre, et heureusement il n'y a pas que Reporter, en tout cas en France, et j'en doute pas, en Belgique et dans d'autres pays, il y a de plus en plus de médias libres, je l'espère, qui se développent. Reporter a fait le choix d'être centré évidemment sur la question écologique, et dès le début, puisque d'une certaine manière on était né d'une lutte et du suivi de cette lutte extrêmement importante en France qui était Notre-Dame-des-Landes, avec l'invention de la stratégie des ZAD, des zones à défendre, et puis 1000 choses passionnantes qui se passaient. Reporter a, entre autres travail d'information, accompagné de manière, systématique les luttes qui se font. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, pas par... parce qu'elles existent. Parce que, je veux dire, le journalisme part toujours de ce qui existe. On n'invente pas les choses. Et ce qu'on a mis à jour, enfin pas ce qu'on a mis à jour, mais ce sur quoi on pouvait avec nos modestes moyens jeter de la lumière, c'est ce dont peut-être les grands médias ne parlaient pas, c'est ce mouvement de contestation qui enfle d'année en année, particulièrement sur la question écologique, et qui, par exemple, a pris le nom à un moment de lutte contre les grands projets inutiles et imposés, puisque un enjeu fondamental des luttes écologiques, en dehors des macro-luttes qui sont absolument vitales et essentielles, comme la lutte contre le changement climatique, la lutte pour la biodiversité, contre la déforestation, la lutte par exemple contre la pollution des océans et la pollution par le plastique des océans. Donc là on a en quelque sorte des macro-luttes, mais il y a aussi énormément de luttes très concrètes, des luttes de territoire qui sont tout aussi importantes, qui d'ailleurs s'interfacent, s'intercalent, s'articulent avec les luttes macro. Et on est contre le changement climatique, par exemple, ou l'aggravation du changement climatique, et ça se traduit concrètement par la lutte contre un projet d'aéroport, contre un projet d'autoroute, contre un projet de zone logistique ou d'entrepôt d'Amazon qui va encore susciter des transports et des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importantes. Et donc, on voit en France, puisqu'on est pour l'instant centré sur la France, même si on essaye d'avoir un regard de plus en plus vers l'énergie et la dynamique belge, on s'est centré là-dessus. Effectivement, pourquoi c'est important d'avoir des médias indépendants? Et une fois de plus, il n'y a heureusement pas que Reporter, parce que souvent, quand on est dans une lutte ou qu'on est engagé dans une démarche, on a l'impression d'être seul. Et la difficulté, c'est qu'on est confronté à des puissants. Ils sont puissants par l'argent, ils sont puissants par les médias, ils sont puissants par la police. On se sent seul, on se sent démuni. Si on se rend compte que, parce que des médias nous le disent, il y a d'autres bagarres du même type qui ont lieu à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, même si on communique aussi autrement par les courriels, par les sites Facebook ou Internet, malgré tout, d'avoir ce coup de projecteur par des médias avec une démarche journalistique permet de montrer qu'il y a un mouvement d'ensemble. Et donc, ça donne de la force les uns aux autres. Et donc ça, c'est une démarche très importante de Reporter. On a fait, si je peux encore dire, parce que tu m'as entraîné sur ce terrain, on a lancé il y a à peu près un an une carte des luttes.
et où on a inventorié précisément une centaine de luttes, où il y avait des gens, on vérifiait, qui étaient vraiment engagés, déterminés, qui avaient créé un collectif ou une association et qui étaient engagés contre donc, ce type de projet. Il y en avait l'année dernière 100 ou 120. On est en train de la réactualiser. On en a près de 200 dans le tuyau. C'est-à-dire qu'il y a une montée de la contestation de cette destruction du monde qui monte de plus en plus. Et pas forcément par des gens qui sont étiquetés écologistes ou qui seraient à tel parti ou qui seraient zadistes ou autonomes. Ou, voilà, c'est des gens, j'allais dire, presque normaux, des Françaises et des Françaises moyens qui à un moment se disent mais ça ne va pas. Et là, on est contre. Et après, il y a toute une démarche de pensée et d'analyse politique qui se fait et qui progresse. Et on reviendra là-dessus cet après-midi dans un séminaire sur les luttes de territoire. Mais du coup, est-ce que aujourd'hui, les moyens, je dirais, entrepris par la diversité des mouvements sociaux pour justement tenter de porter des coups, je dirais, à l'adversaire, à savoir le capitalisme, est-ce que ces moyens sont, selon toi, à la mesure en fait des enjeux d'aujourd'hui? Et ça fait peut-être aussi le lien avec le titre de ces rencontres ici d'écologie politique, donc écologie ou barbarie. Est-ce que ce titre pour toi évoque la nécessité justement de pouvoir porter des coups et donc des victoires? Et est-ce que si on n'a pas de victoire, en fait, est-ce que les moyens sont, je dirais, adéquats dans les rapports de force qu'on doit mener aujourd'hui si on veut abattre le capitalisme? Alors plein d'éléments dans ta question, donc je vais déjà, écologie et barbarie, de mémoire, c'est des termes, une alternative qui avait été posée par André Gorz dans les années 70. Je m'inscris totalement dans ce courant et d'une certaine manière, on pourrait dire que je le réactualise. Et je dirais qu'effectivement, maintenant, on est dans une situation politique où on peut dire clairement la lutte politique, elle est entre le pôle de l'écologie et le pôle des capitalistes. C'est ça. La reconfiguration du champ gauche-droite, qui est celui sur lequel la politique européenne et occidentale s'est fondée depuis près de 200 ans, elle est là. Le capitaliste ou les dominants et les destructeurs de l'environnement contre ceux et celles qui disent la question écologique est la question principale et c'est par là qu'on définira le destin commun, la façon dont les êtres humains vont vivre ensemble dans une société pacifiée où chacun trouve sa dignité. Versus les capitalistes, et on va y revenir quand même, parce qu'il y a un nouveau paradigme capitaliste, et c'est ça qu'explique le livre Que crève le capitalisme. Les capitalistes, destruction du monde par volonté d'accumulation illimitée du capital, maintien d'une inégalité très forte, et développement technologique, là aussi, sans limite. Donc, on part effectivement de cette question écologie et barbarie, et maintenant, moi, je la reformule, écologie ou capitaliste. Et tout le champ politique, maintenant, s'organise autour de ce bipôle et il faut l'assumer totalement. Après, il y avait une phrase, moi, mon problème n'est pas de porter des coups aux capitalistes. Il ne faut pas inverser les choses. Nous sommes attaqués. Dans les ZAD, beaucoup de mouvements de terrain disaient « nous sommes la nature qui se défend ». Et c'est la même chose, je crois que l'écologie, fondamentalement, est non violente. Je suis non violente, je suis sûr que voilà, c'est la culture de l'écologie, c'est d'être non violente. Et d'ailleurs, presque philosophiquement, puisqu'on dit on part de cet effroi devant la destruction de la biosphère et de ce qu'on appelle l'environnement, de tout le vivant. Et notre effroi, notre stupéfaction, notre cri, c'est de dire arrêtez de tuer les grenouilles, arrêtez de tuer les oiseaux, arrêtez de tuer les insectes, arrêtez de salir le ciel. Arrêtez, et donc arrêtez cette violence à l'égard de la nature. Il y a tout le courant de l'écoféminisme aussi qui montre que les structures patriarcales ont aussi exercé une violence des hommes sur les femmes, comme il y a eu une violence de la société, que maintenant on peut appeler capitaliste, contre ce qu'on appelle la nature. Donc fondamentalement, ce n'est pas nous qui cherchons à porter des coups au capitalisme. Nous cherchons à nous défendre, et à défendre la nature contre les coups du capitalisme. C'est très important, parce qu'une lutte, une position de défense face à un agresseur donne la légitimité aux actes exécutés par les personnes qui se défendent. Et ça nous donne plus de force, parce que nous voulons vivre tranquillement. Nous voulons respecter les oiseaux, les êtres humains, nous voulons avoir des liens normaux, et nous ne voulons pas accumuler et détruire. C'est eux qui le veulent, et c'est eux qui attaquent. Donc nous défendons notre droit à l'existence. Donc ça, c'est très important dans les termes. À partir de là, je crois que ta question, c'était
est-ce que les luttes sont des moyens suffisants par rapport à la violence énorme qui s'exerce et qui s'exerce de plus en plus parce que le capitalisme est en voie de radicalisation. Il y a quelque chose de stupéfiant que plus les informations des scientifiques notamment confirment l'accélération de la destruction de l'environnement, qu'en même temps, il y a un mouvement de radicalisation des capitalistes qui veulent la détruire de plus en plus. Non seulement par Bolsonaro ou Trump, mais dans tous les pays. On voit le nombre de projets qui continuent. Je parle une fois de plus pour la France, mais peut-être que c'est pareil en Belgique. Les projets d'autoroute, de développement d'entrepôts, voilà, cette volonté, et même dans des voies qui vont être présentées comme, et ça pose une vraie question aux écologistes, comme une solution, par exemple l'auto électrique, qui serait une bonne solution aux problèmes d'environnement. En fait, pour faire des autos électriques, il faut énormément de mines, de matériaux miniers, de cuivre, de cobalt, voilà. Et pour extraire ces minéraux, il y a un impact écologique qui est absolument énorme. Et donc, il y a, surtout dans les pays du Sud, une entreprise d'accaparement des terres et de destruction de l'environnement pour trouver ces matériaux, le lithium aussi, très important. Donc, on est dans ça. Alors, est-ce que nos moyens sont en quelque sorte à la mesure de ça ? Pour aller vite, il y a la réalité de la catastrophe écologique devient de plus en plus perceptible pour tout le monde, même s'il n'y a pas de livres ou de discours comme les nôtres aujourd'hui, même si c'est absolument important d'avoir des colloques et des réflexions comme les journées aujourd'hui d'Etopia. Mais la réalité de la crise écologique, la catastrophe écologique est telle que tout le monde l'aperçoit. La réalité de l'inégalité et de l'aggravation de la question sociale est tellement évidente que les gens se rebellent. Et en fait, dans tous les pays du monde, depuis une dizaine d'années, et c'est bien documenté par des organismes comme le Global Peace Index ou des chercheurs comme Alain Berthaud, il y a une montée du nombre de révoltes. Donc dans tous les pays. Même en ce moment, on parle en octobre 2020, il y a des affrontements très forts en Indonésie, de paysans en Inde contre le projet néolibéral sur l'agriculture de Modi, des luttes en Thaïlande, des luttes en Bolivie, les élections ont ramené la gauche au pouvoir. En Chili, après des luttes très intenses et qui continuent d'ailleurs, il y a le projet de réécrire une nouvelle constitution. Donc partout dans le monde, on sent que, et je pourrais citer encore plein d'autres exemples, le Liban, les États-Unis avec Black Lives Matter, au Nigeria en ce moment, la lutte contre les violences policières, l'année dernière au Soudan, à Hong Kong, au Burkina Faso, en France avec les Gilets jaunes. Voilà, ces luttes sont intenses, de plus en plus. Et donc, la confrontation est engagée. Et déjà, même si c'est chacun, dans chaque pays, avec des formulations, des objectifs, des raisonnements différents, il y a ce refus du système. Et toutes les luttes dont nous parlons, dont on a parlé, écologiques, centrées sur des territoires aussi, sont l'expression de cette révolte. Donc déjà, il y a ça. C'est-à-dire que ce capitalisme très puissant n'est plus tout à fait maître de la situation. Et comment il cherche à se maintenir par ce que j'appelle le capitalisme policier, c'est que maintenant, il réprime de plus en plus. Non seulement ça ne lui suffit plus de contrôler l'opinion par la possession des grands médias par des capitalistes, comme on l'a vu, ça ne suffit plus. Donc, il réprime de plus en plus fortement par la police, par aussi une répression. C'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres, hein, le capitalisme, Absolument. ce que tu appelles le capitalisme policier, oui. Qui aujourd'hui est du coup une manifestation encore plus exacerbée justement des rapports de force voilà. qui sont en train de se jouer, quoi. Et puis, une troisième voie qui se dessine aussi de plus en plus nettement, et dont la pandémie de Covid est aussi incidemment un porteur, c'est la surveillance numérique. La surveillance de nos communications, la généralisation de la reconnaissance faciale par l'intelligence artificielle, j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Maintenant, on va nous mettre des applications dans le téléphone, etc. Donc, le capitalisme, face à cette rébellion qu'il sent monter, cette contestation qu'il sent monter, contrôle de plus en plus et veut réprimer de plus en plus. Donc là encore, on approfondit le délitement de la démocratie et la direction vers des régimes autoritaires, et où, au passage, les capitalistes n'hésitent plus à s'appuyer en fait sur les forces d'extrême droite, qui montent très fort.
Ce n'est pas le choix premier des capitalistes de l'extrême droite. Mais face à la révolte populaire, il jouera toujours cette carte-là. Et donc dire, le problème, c'est les migrants, c'est l'islam, c'est la sécurité. Et donc protégeons-nous. Nous allons vous protéger. Donc on est aussi dans cette logique où politiquement, l'évolution du capitalisme policier suscite et stimule la montée de l'extrême droite, même si ce n'est pas leur choix prioritaire. Alors face à ça, il n'y a la réponse doit être, la lutte est engagée, on la continue, sans barguigner, hélas. Après, je peux poser quelques balises stratégiques, mais c'est l'intelligence collective du mouvement émancipateur et du mouvement écologiste qui doit arriver à ça. Je dirais, un point essentiel, c'est de sortir de la candeur de croire que les gouvernements vont changer d'eux-mêmes. Ils ne changeront pas d'eux-mêmes. Ils sont, pour l'instant, dans l'oligarchie, aux mains du capital et au service du capital. Et j'emploie ces termes non pas comme un marxiste de troisième génération, ce n'est pas mon problème. Toute la critique que je porte part d'un raisonnement écologiste. Et tu dis d'ailleurs, on ne convaincra pas l'oligarchie, on la contraindra. Tu dis, il faut la contraindre aujourd'hui? Oui, je ne sais pas changer carrément la donne. Oui, c'est même pas la contrainte, c'est changer le système. Il faut que les dominants arrêtent de dominer. Et une question fondamentale pour ça, par exemple, c'est de poser l'idée du revenu maximal admissible. Il n'est pas normal que M. Bezos et 1000 ou 2000 milliardaires dans le monde, dont un grand nombre en France, possèdent l'équivalent de, je ne me rappelle plus, mais la moitié de la richesse mondiale. C'est simplement inacceptable. Donc je ne veux même pas les contraindre, enfin, c'est même pas ce mot-là qui me pose. Je dis, on réduit fortement les rapports d'inégalité parce qu'ils sont devenus insupportables et totalement illégitimes. Alors, on est entré dans le vif de ton bouquin. Un des chapitres s'appelle l'apartheid planétaire, qui traduit un peu le fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce dans ces rapports justement de domination vis-à-vis de l'oligarchie qui aujourd'hui traduit une tentative de mettre vraiment à l'écart encore davantage des pans entiers des peuples et des populations. Comment s'explique aujourd'hui cette stratégie, je dirais, capitaliste de davantage encore exacerber ces rapports de domination et de vouloir vraiment, le mot est fort, un apartheid, quoi, mais au niveau planétaire, quoi. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est plus seulement au niveau local que se traduisent ces rapports de domination, c'est vraiment tentaculaire, quoi. C'est devenu macro, en fait, cette tentative ou cette réussite. Je ne sais pas s'ils sont en train de réussir ou pas, selon toi, cet apartheid. Alors d'où vient, qu'est-ce qui nous permet d'arriver à dire, dans la foulée de Philippe Alston, qui est le rapporteur des Nations Unies sur les droits de l'homme, et qui a le premier employé cette expression d'apartheid climatique il y a 2 ans, je crois. Alors, pour le comprendre, il faut en fait partir du fait que, et c'est le cœur de ce que j'essaie d'expliquer dans Que crève le capitalisme, qu'il y a eu un nouveau paradigme du capitalisme depuis une dizaine d'années. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que je me demandais, après la grande crise qui a frappé le monde en 2008-2009, où on est passé au bord de l'effondrement financier, une crise qui avait été créée par la spéculation insensée des banques et des marchés. On est sorti de cette crise parce que les États sont intervenus, en rachetant diverses banques et en empêchant les marchés de s'écrouler. En fait, en s'appuyant sur les contribuables et en augmentant considérablement le niveau de la dette publique. Logiquement, on aurait dû se dire, comme après la Grande Dépression de 1929, où le capitalisme a évolué avec le Green Deal de Roosevelt, pas le Green Deal, le New Deal, le New Deal de Roosevelt et la théorie keynésienne, le capitalisme aurait dû se réformer. Et en fait, pas du tout. Il y a eu un moment d'hésitation, et puis à partir de 2010-2011, tout est reparti comme avant, et en s'aggravant, puisque maintenant, les courbes des inégalités ont recommencé à croître, la catastrophe écologique s'est approfondie, les banques et les marchés boursiers continuent à prospérer et à spéculer comme jamais. Voilà. Et en fait, un système de domination ne peut pas durablement tenir s'il n'a pas une sorte de vision de l'avenir. Les riches ne peuvent pas seulement se dire « ça ne tient pas durablement, j'exerce le pouvoir et je vous écrase parce que je suis le plus puissant ». Non, il faut qu'il y ait une sorte de légitimité, une sorte de philosophie qui lui donne cette justification de la domination. Et
pas forcément à l'égard de la société, mais à l'égard d'elle-même. Il faut que les dominants se disent nous avons un projet. Et notre projet, c'est pas seulement d'accumuler du capital pour accumuler du capital, mais c'est animé par autre chose. Et en fait, il s'est passé quelque chose de très important autour de 2010, c'est le fait qu'il y a eu un grand progrès en intelligence artificielle, qui s'appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui était une évolution d'une technique de réseau de neurones artificiels qui stagnait en quelque sorte, qui était à l'arrêt depuis une quinzaine d'années, et puis qui a vraiment... il y a eu une évolution technique par divers chercheurs, dont un Français, Yann Lecul, très forte, qui a rendu l'intelligence artificielle et cette technique des réseaux de neurones très opérationnelle, notamment par exemple en reconnaissance faciale ou en reconnaissance d'image ou en reconnaissance de la parole, mais sous d'autres aspects aussi. Et c'est arrivé à un moment où il y avait, avec l'évolution des ordinateurs, des capacités de calcul très importantes. On est à peu près autour de 2010, ce qui 20 ans auparavant n'était pas le cas. Maintenant, nous savons tous que dans notre téléphone portable, on a quasiment autant d'intelligence informatique, enfin de capacité informatique que tous les ordinateurs qui ont envoyé sur la Lune en 1969. Donc capacité de calcul très forte, alors que ces nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle demandent beaucoup de capacité de calcul. Et par ailleurs, énormément de données, ce qu'on appelle la big data. Parce que des grandes compagnies, les GAFAM, comme Google, comme Amazon, comme Facebook, accumulent par milliards toutes les données que nous laissons chaque jour quand nous allons sur Internet, sur ces services. Donc il y a eu un croisement de big data, énorme capacité de calcul, et cette nouvelle technique d'intelligence artificielle. Et qui a donné un élan énorme à ces GAFAM qui étaient déjà puissants, mais beaucoup moins que maintenant. Et ça se voit par exemple par l'évolution des cours de bourse. Si tu regardes les cours de bourse de Google, Amazon, Facebook, Microsoft et je dois en oublier un dans la Facebook, leur cours de bourse qui était déjà à un niveau élevé mais était stable dans les années 2000 marque vraiment une progression à partir de 2008, 2009, 2010 jusqu'à ce que par exemple M. Bezos soit devenu le premier, la personne la plus riche du monde avec près de 1000 milliards de dollars je crois. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ont acquis une puissance énorme et en étant inspiré par la philosophie libertarienne, l'idéologie libertarienne qui est celle de la Silicon Valley qui s'était développée dans les années 90 et 2000 et pour qui, d'une part, il y a l'individualisme forcené. Si je suis milliardaire, c'est parce que je suis meilleur que les autres. Une compétition forcenée, la bagarre de tous contre tous. L'idée que la technologie est la clé de tout et la résolution de tous les problèmes. Et une vision en plus où non seulement la technologie est la clé de tous les problèmes, mais on va aller vers une accélération des technologies qui vont se croiser, l'informatique, l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, la biotechnologie, les nanotechnologies, etc. Une accélération des technologies telle qu'on va avoir des machines qui vont s'hybrider avec les humains de plus en plus intelligentes. On va vers une nouvelle espèce humaine. C'est la pensée que beaucoup de ces personnes qui sont les nouveaux capitalistes les plus puissants. Maintenant, Exxon est beaucoup plus, Google est beaucoup plus, ou Amazon est beaucoup plus puissant, beaucoup plus valorisé que par exemple ExxonMobil, qui était la plus grande compagnie pétrolière du monde et qui a une dizaine d'années était celle qui était valorisée le plus à la bourse. Maintenant, ceux qui ont vraiment le pouvoir, ce sont ceux-là. Et donc, une puissance énorme, une idéologie totalement individualiste et compétitive, et l'idée qu'on va vers une nouvelle évolution humaine auquel toutes et tous ne participeront pas. Quand, par exemple, dans le livre de Harari, Homo Deus, il parle sans aucun second degré de l'élite privilégiée et de surhommes, ceux qui seront en dialogue ou en hybridation avec la machine, et des castes inférieures. Et vous retrouvez ce type de langage et ce type de mots chez beaucoup d'autres porte-parole, en quelque sorte, de ce nouveau capitalisme. Pourquoi j'en viens à l'apartheid climatique? Parce que dans cette vision, dans ce nouveau paradigme du capitalisme, on rompt avec l'idéal des Lumières, qui malgré tous ses défauts et toutes les ambiguïtés auxquelles ça a mené, il y avait quand même, à partir du XVIIIe siècle, l'idée que, fondamentalement, cet universalisme, tous les êtres humains avaient un droit égal à la dignité, à la participation, au destin commun. Là, avec la nouvelle idéologie capitaliste, de technologie vers les machines et ces êtres supérieurs et les castes inférieures, on admet précisément ce clivage énorme. On admet que l'humanité ne sera plus une. On admet cette fracture.
et cette évolution différentielle. Et au passage, donc, on entérine, on fait perdurer la question de l'inégalité. Et quand ils vous parlent d'intelligence artificielle, ils savent très bien, Bill Gates le premier, qui a fait une déclaration très nette à ce propos, que le développement de l'intelligence artificielle va créer énormément de chômage, donc va mettre énormément de gens dans la misère ou la précarité, et que par ailleurs, dans cette idéologie, on n'accorde pas vraiment d'importance à l'écologie. On va dire oui, on fera des OGM, on fera des autos électriques, on fera la captation et séquestration du carbone, on fera la géo-ingénierie, mais c'est très secondaire dans leur projet. Le capitalisme vert, quoi. Oui, absolument. Et puis c'est très secondaire dans leur projet et absolument pas à l'échelle, enfin à la dimension temporelle qui est nécessaire, puisqu'on est engagé, on doit changer les choses dans la décennie ou dans les 2 décennies qui viennent. Et donc ils acceptent en fait que le chaos climatique se perpétue, et donc qui est cet apartheid climatique, c'est-à-dire que le croisement de cette inégalité avec le désastre écologique qui va s'accentuer. Parce que cette mince couche de gens enfermés derrière je ne sais quelle forteresse et climatisée continuera à dialoguer avec des machines en rêvant, comme Jeff Bezos et Elon Musk, d'aller sur Mars ou d'aller sur Vénus à bord d'immenses vaisseaux spatiaux, mais qui ne pourront jamais emporter. Ils disent que le destin de l'humanité est d'aller dans l'espace, ce qui est peut-être vrai pour des lecteurs de science-fiction dont beaucoup d'écologistes font partie, mais pas à l'échelle de temps dans laquelle nous sommes à partie. Et quand ils font leurs vaisseaux spatiaux, ils pourront emporter, techniquement d'ailleurs à 100 ou 200 ans, ça n'est pas près du tout, mais ils pourront emporter 1 million de personnes. Nous sommes 8 milliards d'individus maintenant sur Terre. Donc voilà pourquoi non seulement ce capitalisme se radicalise, non seulement il est en guerre contre la nature et contre les peuples, mais aussi il a un projet idéologique d'apartheid climatique, de laisser faire écologique et de laisser tomber une large partie de la population humaine. Est-ce que parfois c'est pas un vœu pieux de se dire qu'en fait le capitalisme va ou devrait crever? On dit souvent que c'est un système qui a cette particularité à se réapproprier aussi la question des alternatives, je dirais, à les connoter ou en tout cas les récupérer. Et du coup, quelle est la voie de sortie, quoi? La sortie du capitalisme, c'est par où, justement, s'il a cette faculté à récupérer les alternatives, à se réapproprier voilà, ce qui semble être des pistes de sortie, d'une part, et d'autre part, à partir de ce que tu viens d'appeler l'apartheid, dans des fausses solutions, voire des délires, entre guillemets, qui est le transhumanisme, le fait qu'on va tous aller dans l'espace et autres. Et du coup, voilà, quel choix, quelle piste de sortie on a, du coup? La lucidité et la radicalisation, tout leur discours, en fait, ils prétendent s'en sortir par des alternatives, mais ils ne font pas évoluer les choses fondamentalement. On a eu le développement durable, ensuite la transition écologique, le capitalisme vert. La réalité des faits, c'est que les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître encore fortement. Le seul moment où il y a eu un vrai coup d'arrêt, c'est la pandémie du Covid en 2020. Mais autrement, les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître malgré tous les discours du capitalisme vert et de la transition écologique. La destruction de la biodiversité continue de manière ahurissante. La pollution des océans par le plastique et autres continue elle aussi de manière effrayante. Donc c'est du bullshit, comme disent les anglophones. C'est des mots qui essaye de convaincre par, une fois de plus, l'appareil médiatique de façonnage que le capitalisme pourrait se réformer lui-même et devenir écologique. Mais non, il est fondamentalement contre l'écologie. Et pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, le capitalisme, c'est accumuler du capital pour accumuler du capital. C'est même pas on accumule une richesse et puis à un moment on va la dépenser en achetant je ne sais pas quoi, des œuvres d'art ou des grosses voitures. C'est non, j'accumule du capital pour continuer à faire du capital pour toujours maintenir un taux de profit. Fondamentalement, c'est hystérique, c'est de la folie. Mais c'est cette folie qui pour l'instant dirige le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour continuer à accumuler des capitals ? D'une part, ils poursuivent le projet néolibéral de privatisation des biens publics sociaux.
Donc après avoir privatisé les industries qui avaient été nationalisées, les autoroutes, les compagnies aériennes ou autres privatisées, ils s'attaquent peu à peu à l'éducation, à la santé, voire à la police. C'est par exemple très, très engagé dans des pays les plus capitalistes comme les États-Unis. Et puis ça ne suffit toujours pas. Donc on va commencer à privatiser les biens communs biosphériques. C'est-à-dire le capitalisme poursuit une marchandisation générale de tout ce qui fait l'humanité et de tout ce qui fait la nature. Et maintenant, ils vont faire l'accaparement des terres, la destruction des forêts tropicales par l'agrobusiness pour faire de l'huile de palme ou de l'élevage intensif, transformer autant que possible l'atmosphère en marché du carbone, privatiser les ressources en eau, aller dans l'espace. Le rêve d'Elon Musk, c'est de lancer, enfin c'est malheureusement pas un rêve, il est en train de le faire, 46 000 satellites dans l'espace sans demander l'autorisation à personne, alors que l'espace est en fait un bien public, lancer l'exploitation minière au fond des océans, alors que ce sont des écosystèmes extrêmement fragiles, etc. Donc en ce moment, on a parlé des mines aussi pour l'auto électrique ou pour bien d'autres choses. Le capitalisme ne peut se poursuivre qu'en détruisant. Il ne peut pas se réformer. Donc je ne crois pas je crois soit à l'évolution vers ce capitalisme policier, de plus en plus destructeur, donc qui créera de plus en plus de malheurs, qui créera de plus en plus de révoltes et de répression, qui créera aussi au sein des capitalistes, ce n'est pas un bloc homogène, des compétitions vers les ressources de plus en plus rares, la Chine, la Russie, les États-Unis, avec la possibilité de guerre, voire de guerre nucléaire, parce que la menace de l'arme nucléaire n'a toujours pas disparu. Donc ça, c'est une option. Il peut se continuer comme ça. Ou on peut aller vers le post-capitalisme poussé par les mouvements populaires, émancipateurs, écologistes, de libération, qui diront « stop, ça suffit, on prend une autre voie ». Mais tu vois, il ne peut pas se réformer écologiquement. On est vraiment engagé dans cette radicalisation. Alors, avant d'aller sur la question que tu viens d'appeler post-capitalisme, il y a peut-être un autre blocage de l'ordre psychologique qui se traduit dans ton livre par le chapitre 5, le capitalisme dans les têtes. Je relisais le début du chapitre et tu recites une phrase de Frédéric Jameson, je pense que c'est comme ça qu'il comprend de son nom, qui est une phrase qu'on entend souvent, qui est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Alors comment est-ce qu'on déjoue ça aussi, le fait que le capitalisme il n'existe pas qu'à l'extérieur de nous, par la prédation des ressources naturelles, l'opposition des rapports, enfin la mise en place de rapports de force et des rapports de domination. Il existe aussi en nous, quoi. Il est dans notre tête, quoi. C'est une manière de voir le monde. Du coup, comment est-ce qu'on dénoue ce que tu appelais, comment faut-il dénouer ce blocage psychologique en même temps que effectivement être dans les luttes très concrètes sur le terrain? Certains appellent ça peut-être parfois la question de la... Bon, qui est un mot déjà galvaudé, mais de transition intérieure, quoi. En fait, comment est-ce qu'on se décolonise aussi du capitalisme, mais en nous, quoi. Oui, et pas en faisant une transition intérieure. Ah, l'effondrement, c'est absolument terrible. Comment vais-je retrouver la sérénité? Je vais donner la main à la personne à côté de moi et je vais méditer tous les matins, même si c'est très bien de méditer le matin ou le soir. On ne peut plus donner la main maintenant, c'est fini. Et de se donner la main. Ah oui, on peut pas, mais on va retrouver ça. Mais non, effectivement, ce travail intérieur de précisément inverser cette phrase. Effectivement, cette phrase, il est plus facile d'imaginer la fin du monde, d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Excusez-moi, je fourche un peu parce qu'on est quand même le matin là. Si on pourrait avoir de l'eau encore parce que notre bouteille est vide. Merci. Ouais. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Ça, c'est vraiment une des phrases qui a lancé ce bouquin, quoi. Ah oui, la catastrophe écologique. Ah oui, le changement climatique, on va monter de 4 degrés. Ah oui, les espèces disparaissent, c'est la 6e extinction. Ah oui, tout s'effondre, etc. Mais la fin du capitalisme, mais c'est impossible. Alors là, il y a quelque chose, il faut arrêter. On se dit, on inverse. Il faut empêcher la fin du monde. Et donc, il est plus gai d'imaginer la fin du capitalisme que de la fin du monde. Donc on inverse. Donc déjà, il y a ce mécanisme mental. Effectivement, alors après, moi, j'ai jamais fait de psychanalyse, mais il peut arriver qu'on ait des soucis, on ait des malheurs, on va voir un psychologue, et puis on discute avec lui, et il vous aide, ou elle vous aide, à dénouer quelque chose en vous. En disant, mais tiens, si tu as tel, ou si vous avez tel souci, tel blocage en vous, est-ce que c'est pas lié à ça? Ah bah ouais. Je simplifie un peu, mais il y a de ça qui se joue. Donc,
une fois de plus, il y a des mécanismes mentaux. On va voir après pourquoi ces mécanismes mentaux, ils nous sont incrustés dans nos neurones. Mais il y a ce mécanisme mental à inverser. Il faut qu'on sorte de la sidération devant le capitalisme. Et il faut qu'on prenne vraiment au sérieux, quand on parle de catastrophe écologique, quand les écologistes ou surtout les scientifiques nous disent, je ne vais pas répéter à nouveau biodiversité, pollution, changement climatique, qu'on le prenne vraiment au sérieux et qu'on agisse en fonction de ça, en refusant la domination et l'acte de ceux qui créent cette destruction. Alors, donc c'est déjà un mécanisme mental, voilà, presque je le fais un peu en rigolant dans le livre sous forme de coach, est-ce que vous êtes capitaliste ou pas, mais bon, on va pas le refaire, c'est un petit gag, mais vraiment il y a ce travail... le coaching post-capitaliste. Oui, voilà, c'est ça. C'est le titre. Mais bon, et après, je dirais, il y a plusieurs choses à dire, mais... Et après, moi, il y a un livre de Corinne Morel-Darleux que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens aiment bien d'ailleurs, qui s'appelle, j'oublie toujours. Moi, je me gourre toujours, mais je crois que c'est mieux vaut couler... mieux vaut couler avec grâce que flotter. Non, c'est que flotter. Je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, c'est le dernier bouquin de Corinne, désolé. Il est vraiment bien, aux éditions Libertalia. Et en gros, elle dit, on ne sait pas si on va gagner. C'est couler en beauté que flotter sans grâce. Oui, voilà. Il vaut mieux couler en beauté que flotter sans grâce. Voilà, de Corinne Morel-Darleux. Donc, on ne sait pas si on va gagner. Mais en tout cas, il faut y aller. On ne peut pas assister passivement, dans le désarroi, à ce qui se passe. On y va. Et puis, elle appelle ça la dignité du présent, c'est la dignité de la lutte, c'est on s'engage et on verra. Au début, aucune lutte. On ne sait si on va gagner. Jamais. Et beaucoup, c'est des défaites. Mais beaucoup, c'est des victoires aussi. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les victoires, en fait, il y en a eu énormément dans le champ écologiste. Et on en parle peut-être trop peu, parfois aussi. Trop peu. On parlait de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Cette bataille a été gagnée. Et je peux te dire, pour l'avoir suivi depuis des années, c'est 40 années de bataille, c'est pas... Ouais, et puis les 10 dernières, ça a été assez chaud et brutal et douloureux, souvent. Mais ça a été gagné. Les OGM en Europe, et ça c'était européen, c'était en France, en Belgique. Moi je me rappelle les mouvements de faucheurs de patates en Belgique, ça a joué à un moment important. En Angleterre. 2011. 2011, je dis, en Belgique. Absolument. Ça, voilà. La bataille des OGM, on les a remportées. La bataille du nucléaire en Allemagne, ils sont en train de gagner. Le charbon, on va voir. Le gaz de schiste, on l'a refusé en Europe. C'était une bataille puissante en France, notamment. On n'a pas, par des portes détournées, il y en a un peu, mais il n'y a pas de gaz de schiste. Vous voyez, on peut gagner des batailles. Et je passe des points plus localisés où on voit l'abandon de tel projet ou tel projet parce qu'il y a des gens qui sont déterminés. Donc déjà, prendre confiance aussi dans le fait que une bataille, quand on la lance, elle est toujours indécise par définition. L'adversaire paraît très très fort, mais on peut en gagner. Si on a la bonne analyse, si on a la détermination, si on a l'union aussi, et là on va y venir, les stratégies de lutte, si aussi on a la panoplie des outils, voilà. Et je reviens juste, on va juste te permettre d'amener une bouteille d'eau, parce que tu l'as demandé. Merci beaucoup, et c'est une bouteille de verre et pas en plastique, donc le verre c'est quand même un matériau qu'on arrive à super bien recycler maintenant. On est chez Etopia quand même. Bah ouais, c'est le... Non, ça arrive de moins en moins, mais tu vas dans des colloques, etc., ou des conférences ou des débats sur la transition écologique, l'écologie, si tu veux un etc. gobelet en plastique, on peut en plastique non réutilisable, on peut se démerder. Ouais. Hein. Bon allez, donc 1, il y a des victoires. 2, le mécanisme mental, il est essentiel. 3, de toute façon, il faut s'engager, et puis soyons dignes, même si on perdra. Après, il faut revenir sur pourquoi il y a ce mécanisme mental qui nous rend si difficile de penser la fin du capitalisme. Déjà, on va dire 2 choses. Moi, je fais un peu des tiroirs après les uns après les autres, mais déjà 2 choses. Il faut considérer que le capitalisme, ce n'est pas une substance fatale, c'est pas une naissance, c'est un phénomène historique. Et comme tous les phénomènes historiques, comme l'Empire ottoman, comme l'Empire romain, comme les Aztèques, les Mayas, c'est un début, c'est une jeunesse, c'est une maturité, c'est une vieillesse, et ça disparaît.
Donc le capitalisme, c'est pareil. Il a suivi ce cycle. On peut en penser ce qu'on veut. Moi, je juge pas le capitalisme historiquement en tant que tel, mais pour l'instant, il vacille quand même. il vacille. Il est en phase de ses naissances. Il est à la fois extrêmement puissant, extrêmement impressionnant, et en même temps, on reviendra éventuellement sur son vacillement, sur ses fissures, sur ses lézardes. Il est dans un état de fragilité très grand. Une des difficultés de l'avenir, ça va être que dans l'écroulement, les briques et les blocs de béton qui vont nous tomber sur la tête, précisément, ne tombent pas sur la tête pour que ça n'écrase pas la société. Donc ça, déjà considéré comme un phénomène historique. Le phénomène historique, alors ça évolue. Après, ça va évoluer, soit vers le capitalisme policier, j'y reviens pas, soit vers un post-capitaliste écologique et sobre. Mais juste un point sur le mécanisme mental. Et pourquoi on a tellement de mal à penser la possibilité de la fin du capitalisme? Parce qu'en fait, on vit depuis 40 ans dans l'idéologie capitaliste. Quand, à partir de 1980, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, et derrière tous les idéologues entraînés par Hayek, par von Mises et par d'autres, ont lancé la grande phase du néolibéralisme et de ce renouveau du capitalisme, ils n'ont pas changé seulement l'économie des choses. Ils n'ont pas seulement diminué les impôts sur les riches, diminué les impôts sur les entreprises, laissé la bride au marché, privatisé tout ce qu'ils pouvaient. Ils avaient aussi dans l'idée de répandre cette idéologie, cette philosophie de la vie, où les êtres humains ne sont animés que par leur intérêt personnel, sont en compétition les uns avec les autres, et en fait un égoïsme généralisé. Par exemple, Margaret Thatcher disait la société, ça n'existe pas. Pour elle, il y a juste une collection d'individus. Mais elle disait aussi une autre phrase que j'ai redécouverte en précisant ce bouquin, et qui est extraordinaire. Margaret Thatcher était vraiment une personnalité politique sans doute la plus forte de la fin du XXe siècle. Elle disait, il ne s'agit pas seulement de transformer l'économie, il s'agit de transformer l'homme, les humains. C'est-à-dire de leur changer leur tête. Et ils ont réussi. On ne s'en rend pas compte parce que quand on baigne dans un milieu, c'est très difficile. Le truc de la grenouille qui est décrypter. bouillante mais qui ne le remarque pas. Oui, d'une certaine manière. Donc on a été imprégné par 40 ans par la publicité, par les médias, par les spectacles, par toute cette idéologie qui était puissante et qui a été assez convaincante aussi au début. Si on avait le temps, on expliquerait aussi que dans le contexte des années 80-90, il y avait une dynamique intellectuelle qui était très séduisante, et puis le capitalisme lui-même était très séduisant, mais là on n'aura pas le temps de développer ça. Mais ils nous ont imprégnés, et toutes les générations nées après, nées dans les années 90, les années 2000, ont vécu sans s'en rendre compte dans cet individualisme qui a peu à peu imprégné toute la société. Et où au passage on nous disait les syndicats c'est pas bien, ça sert à rien, la sécurité sociale ou les pauvres c'est des profiteurs, etc. Tu vois, et donc on a toute cette gangue qui imprègne notre cerveau et notre culture, dont il faut se défaire. Et c'est pas facile. Et c'est d'autant moins facile que tous les jours, on lit quand même ces médias capitalistes qui, comme tout n'est pas mauvais dans ce qu'ils racontent, ils nous convainquent et subtilement ils nous font passer des choses. Et tous les jours, on écoute de la publicité, on en voit et ça nous imprègne. Et donc, voilà, c'est pourquoi ce mécanisme mental, il est si difficile à défaire. On a 30 ou 40 ans d'idéologie qui nous a été subtilement mis dans la tête et dont il faut peu à peu s'enlever. Alors, on va tout doucement aller sur la fin. Et donc, dans ton dernier chapitre, c'est plutôt la question des stratégies, je dirais, qui est posée sur... tu as appelé ça la stratégie de l'archipel, mais tu évoques une série de propositions pour, quelque part, répondre à la question de sortie du capitalisme ou de créer ce post-capitalisme. Dans l'intro de ce chapitre, tu évoques le fait que si la révolution était le paradigme du XXe siècle, la catastrophe, je pense, est celui du XXIe. Alors, justement, en période de catastrophe, quelle stratégie mener? C'est la question des alliances, des convergences éventuellement. C'est la question d'assumer la conflictualité face, alors, soit à l'État, soit aux capitalistes à travers leurs divers projets. Et tu évoques aussi dans un des chapitres prendre l'État en forme de question ou constituer un archipel des possibles. Voilà, tu peux nous expliquer ce rapport à l'État et le où
et pas le « et », du coup, prendre l'État et constituer. Non, ici, c'est bien prendre l'État ou constituer l'archipel des possibles. C'est un débat et je prétends absolument pas le trancher, j'en donne juste une expression et c'est un débat qui court parmi le mouvement émancipateur et écologiste. Est-ce qu'il faut aller dans l'État, prendre l'État, qui est la vision presque classique léniniste ou social-démocrate, ou est-ce que être dans une position de refus et de développer des autonomies et des alternatives et ça serait une position qui serait portée par exemple par le Comité Invisible en France ou en gros le mouvement anarchiste. Moi, je pense qu'on perd beaucoup d'énergie. On perd beaucoup d'énergie si on oppose en fait les stratégies. C'est-à-dire que moi, la façon dont j'envisage les choses, et c'est vraiment là pour contribuer au débat en étant peut-être moins affirmatif que sur d'autres aspects que j'ai développés avant dans l'entretien. Là, je trouve qu'on doit avoir dans l'addition collective et sur les bonnes stratégies. Mais je pense que quelque chose de fondamental, c'est d'être dans la complémentarité des stratégies. Et là, à nouveau, je prends le cas de Notre-Dame-des-Landes, qui a été vraiment une lutte très, très, très intéressante, où notamment, ce qu'ils ont réussi à faire, ça n'a pas été facile, il y a eu des engueulades, il y a eu des conflits, il y a eu, voilà, c'est une société humaine, c'est la vie, et c'est normal qu'on s'engueule et qu'on soit en désaccord, mais ils ont toujours trouvé l'accord fondamental en disant, toutes les formes de lutte sont bonnes, et on va les faire ensemble, et on va être en conjugaison ensemble. Donc il va y avoir ceux qui vont jouer la carte électorale. Et c'est important d'avoir des élus, parce que malgré tout, il y a encore, malgré l'oligarchisation du système, il y a quand même des poches où on peut peser dans l'appareil institutionnel. Il y a des gens qui ont été dans la voie associative habituelle, le recours juridique, des manifestations, des grèves de la faim, des pétitions, c'est bien. Il y a d'autres qui ont été dans la voie de l'expertise. On creuse le dossier technique et on montre que le dossier du destructeur, il tient pas debout. Il y en a d'autres qui ont été dans l'occupation de terrain et qui ont dit il faut occuper le terrain. Et si la police nous attaque, eh ben, on résistera avec le plus d'énergie possible. Tu vois, et je pense qu'il faut être dans cette logique où on essaie de se coordonner, de se comprendre les uns les autres, et puis certains seront plus dans telle voie, d'autres se sentiront plus à l'aise dans telle autre. Moi, je dirais, on fait toutes les voies ensemble, parce qu'on est trop faible pour se permettre d'avoir des divisions internes. Après, je raisonne sur l'échéance. Dans l'idéal, évidemment, il faudrait peut-être pas d'État, il faudrait des communautés autonomes qui seraient en fédération dans la vision anarchiste, comme celle d'un Murray Bookchin, sans doute. Mais là, l'échéance de temps est telle que je ne crois pas qu'on puisse se permettre d'être trop dans ce débat. Donc il y a malgré tout l'État qui est là. Il y a des possibilités d'avoir des bouts d'État, voire de peser dedans. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'alternatives, de volonté d'autonomie qui se développent sur plein de terrains. Moi, je dirais qu'il faut jouer les deux en même temps. Mais le problème qu'on a, c'est quand des gens vont dans la machine d'État et dans ce qui est absolument terrible, qui s'appelle la politique, au sens commun du terme, et qui broie les gens, qui exauce les égos tout en développant des compétitions. Enfin, le monde de la politique, tous les. Tu veux parler de la politique politicienne? Oui, voilà. Mais voilà, je sais que c'est humainement terrible. Moi, je mettrai jamais le petit doigt dedans parce que c'est terrible. Mais malgré tout, c'est utile. Je pense que c'est utile. Mais vraiment, la difficulté qu'on a, c'est que généralement, on a vu ça toute la gauche et la trahison des partis socialistes, particulièrement en France, mais aux États-Unis, en Angleterre aussi, etc. Ce qui fait que... Attends, je reprends ma phrase pour être plus clair. S'il y a cette voie électorale, il faut absolument qu'il y ait une société qui pèse, qu'il y ait un mouvement social. En aucun cas, il faut se reposer sur la voie électorale. Les élus ne pourront faire ce pourquoi ils sont mandatés que s'ils sentent qu'il y a une lutte et il y a un mouvement populaire sur le terrain qui reste enraciné. Pour prendre un exemple, en 1980 en France, la gauche est arrivée au pouvoir avec Mitterrand et tout le mouvement de gauche qui depuis 10 ans poussait pour que ça change s'est dit on a gagné et quelque part a abandonné pendant plusieurs années le terrain des luttes et le terrain de l'autonomie. Donc voilà, ça c'est, je crois, l'erreur à ne pas faire. Donc allez, il y en a certains qui sont sur la voie électorale et moi je pense que ça reste utile pour peser dans l'appareil institutionnel et dans la mécanique de la loi, mais en aucun cas n'abandonner les élus à leur seul jeu électoral, mais toujours les ramener par la continuité et la vigueur et l'énergie de la lutte de terrain pour créer le rapport de force.
et toutes les grandes victoires électorales qui se sont traduites par des changements. Une fois de plus, excusez-moi, je me réfère beaucoup à l'histoire française parce que c'est celle que je connais le mieux, mais par exemple, le Front populaire, les élus ont été dépassés parce qu'il y avait un mouvement spontané incroyable du peuple et notamment des travailleurs en 1936. Donc il faut qu'on soit dans cette optique. Donc en ce sens-là, moi je n'oppose pas, je suis pragmatique, je me dis l'échéance de temps est trop courte pour qu'on puisse se permettre de dire on va faire totalement sans État. Et donc l'importance aussi d'occuper le terrain, pas justement politique au sens que politicien, mais aussi dans la vraie vie, quoi, dans la vie sociétale, que ça soit pour cultiver les alternatives. Je pense que dans un de tes chapitres, tu dis arrêter ce qui détruit et cultiver ce qui grandit. Donc c'est essentiel, l'un n'ira pas sans l'autre quelque part. C'est ça que tu essaies de dire. Alors je regarde l'heure, il est 10h05, je crois qu'on va devoir aller sur la clôture. Peut-être terminer sur un mot de la fin et reprendre un peu ton bouquin. Tu termines par les mots luttons et aimons. Et juste un peu avant, tu dis il faut parier sur l'impossible, en reprenant, je pense, une phrase de Bernard Moitié, qui est un navigateur assez connu. Alors, comment est-ce qu'on lutte, on aime et on parie sur l'impossible pour terminer cet entretien ? Voilà, faisons-le. Faisons-le, ok. Bien, eh bien merci Hervé. On te retrouve encore cet après-midi dans un séminaire sur les luttes de territoire que j'aurai le plaisir d'animer. Et le programme des REP continue avec public en ligne, on espère de plus en plus nombreux au cours de la journée, parce que là, je dois vous dire, on n'a pas beaucoup de monde devant nous. Voilà, bonne journée et bon réveil. On applaudit, ouais.